Bonjour à tous. Alors, quand on parle de cuisine japonaise, on pense tout de suite à quoi? À la soupe miso, bien sûr, à la sauce soja, au saké. Eh bien, tous ces plats ont un secret en commun. Un point commun absolument essentiel. Et ce secret, c'est l'art de la fermentation. Aujourd'hui, on va plonger dans ce monde fascinant des microbes. La question qu'on peut se poser, c'est comment ont-ils fait? Le Japon, c'est un climat chaud, très humide, bref, des conditions idéales pour que la nourriture pourrisse à toute vitesse. Et pourtant, au lieu de subir ça, les anciens Japonais ont développé un véritable art. Ils ont appris à dompter les microbes, à les guider pour transformer ce qui aurait pu être de la pourriture en une gastronomie de renommée mondiale. Et là, il y a un truc assez fou. D'un point de vue purement scientifique, la pourriture et la fermentation, c'est exactement la même chose. Oui, dans les deux cas, ce sont des micro-organismes qui font le boulot. L'unique différence, en fait, c'est nous. C'est notre point de vue. Si le résultat est bon pour nous, s'il est délicieux, alors hop, on appelle ça de la fermentation. Mais si ça nous rend malade, eh ben là, c'est de la pourriture. La frontière est vraiment subtile, n'est-ce pas? Mais attention, ce contrôle des microbes, ce n'est pas juste une technique de conservation. Non, c'est ça qui permet de créer quelque chose d'absolument magique, une saveur profonde, complexe et incroyablement satisfaisante, qu'on appelle l'umami. L'umami, c'est donc cette fameuse cinquième saveur, aux côtés du sucré, du salé, de l'acide et de l'amer. C'est ce goût riche, savoureux, qui vous enveloppe la bouche et vous fait dire « quand on goûte un bon plat ». C'est ce qui donne cette profondeur à la cuisine japonaise, sans avoir besoin d'ajouter des tonnes de gras. Et la clé de cet umami, c'est justement la fermentation. Bon, mais alors comment ça marche? Comment la fermentation arrive-t-elle à créer cette saveur si spéciale? La réponse tient en un seul mot, un ingrédient star, le koji. C'est un peu la mère de toutes les saveurs japonaises, le point de départ de presque tout. Et ce n'est pas une blague, le koji a un statut officiel. Il a été désigné champignon national du Japon, c'est dire son importance culturelle et gastronomique. Sans koji, pas de sauce soja, pas de miso, pas de saké. En fait, la cuisine japonaise telle qu'on la connaît n'existerait tout simplement pas. Le processus, c'est de la pure magie biochimique. D'abord, on cultive cette moisissure sur des céréales comme du riz cuit à la vapeur. Ensuite, le koji se met au travail et libère des enzymes surpuissantes. Et c'est là que tout se joue. Ces enzymes vont décomposer les grosses molécules. L'amidon est transformé en sucre et surtout, les protéines sont découpées en acides aminés. Et le principal d'entre eux, le glutamate, c'est la source même de l'umami. Allez, on passe à un autre monument de la fermentation japonaise, mais un qui divise énormément, même au Japon. Je veux parler du natto. C'est un peu un test de bravoure culinaire, mais derrière se cache un super aliment. Alors le natto, qu'est-ce que c'est? Ce sont des graines de soja qui ont été fermentées avec une bactérie bien spécifique. Et ce qui le rend si célèbre, ou si redouté, ce sont deux choses. D'abord, une odeur très forte, un peu comme de l'ammoniac. Et ensuite, une texture, disons, mémorable. Très gluante et filandreuse. L'expérience est vraiment unique. Il y a cette odeur qui peut surprendre au début, et puis il y a la texture. En japonais, on utilise le mot neba pour décrire ça. C'est cette sensation gluante qui fait des fils quand on mélange les graines avec ses baguettes. Pour beaucoup, c'est ça le véritable obstacle. Mais alors, pourquoi s'infliger ça? Eh bien, parce que si on arrive à passer outre, la récompense est immense. Le natto est une bombe nutritionnelle. Il est plein d'une enzyme appelée nattokinase qui est excellente pour la circulation sanguine et il est bourré de vitamine K2 essentielle pour avoir des os solides. C'est un vrai super aliment et c'est pour ça que des millions de Japonais en mangent tous les jours. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que même au Japon, le natto ne fait pas l'unanimité. Il y a une vraie fracture Est-Ouest. Dans la région de Tokyo, à l'Est, les gens en raffolent. Par contre, si on va vers l'Ouest, du côté d'Osaka, on en trouve beaucoup moins et les gens sont bien plus sceptiques. Comme quoi, c'est une affaire de goût, même localement. On continue notre voyage avec une tradition que je trouve absolument géniale et complètement unique, le nukadoko. L'idée, c'est un peu comme avoir un animal de compagnie, mais qui vit dans le frigo. Alors, les nukazuke, ce sont des légumes marinés, des pickles. On les prépare dans un nukadoko. C'est une sorte de bac rempli d'une pâte de son de riz fermentée. Et le mot le plus important ici, c'est « vivant ». Ce nukadoko est un véritable écosystème de bactéries et de levures qu'il faut maintenir en vie. Et cette phrase résume tout parfaitement. Pour beaucoup de familles japonaises, le nukadoko, ce n'est pas juste un pot pour faire des cornichons. C'est un membre de la famille. Un héritage vivant qu'on se transmet de mère en fille, parfois sur plusieurs générations. Et qui dit animal de compagnie dit soin quotidien. Il faut s'en occuper. Chaque jour, il faut plonger la main dedans et le mélanger. Ça permet de l'aérer et de garder l'écosystème en bonne santé. Le plus incroyable, c'est que certaines personnes, quand elles partent en vacances, le confient à leurs voisins pour qu'ils s'en occupent. C'est vraiment une preuve de dévouement total. Bon, maintenant qu'on a vu toutes ces choses fascinantes, l'idée c'est de s'en servir.
de transformer tout ça en de super sujets de conversation pour un prochain échange linguistique. Voici quelques pistes pour lancer la discussion. On peut commencer par un sujet amusant, les aliments qui sentent fort. Le natto, le roquefort, le durian en Asie du Sud-Est, pratiquement toutes les cultures ont leur spécialité qui met l'odorat à l'épreuve. C'est un super moyen de comparer les habitudes et de partager des anecdotes. Une autre idée, c'est de parler de la perception actuelle. Est-ce que les aliments fermentés sont à la mode? Est-ce qu'on les voit comme des produits santé, un peu branchés, comme le kombucha? Ou au contraire, est-ce que ça a une image du cuisine de grand-mère un peu dépassée? C'est intéressant de voir les différences d'un pays à l'autre. Et enfin, un sujet qui touche un peu à l'histoire et à la famille. Avant l'arrivée des frigos, la conservation des aliments, c'était vital. La fermentation, le salage, le séchage, ça peut être l'occasion de demander à son partenaire d'échange quelles étaient les techniques de ses grands-parents. C'est une belle façon de partager des traditions. Et pour aider un peu, voici quelques mots de vocabulaire très utiles. On a bien sûr hako pour la fermentation. Il y a aussi neba pour parler de la texture du natto. Et un mot très tendance au Japon, shokatsu, qui veut dire littéralement activité pour les intestins. Ça désigne tout ce qui est bon pour la santé intestinale. Utiliser ces mots, ça peut vraiment enrichir la conversation. Voilà, on l'a vu, la magie de la cuisine japonaise repose en grande partie sur ces alliés invisibles que sont les microbes. Chaque plat fermenté raconte une histoire de patience, de tradition et de science. Alors la prochaine fois, pourquoi ne pas lancer la conversation avec ça? C'est une excellente façon de créer des liens et de rendre l'échange encore plus savoureux. Bonne discussion!